Allô, Madame Candide, j'espère que vous m'écoutez. Oui, Monsieur Tofa, je crois qu'on vous reçoit très bien. Et donc, je crois que si vous avez la main, vous pouvez continuer. Ok, merci bien, monsieur. Bonjour, mesdames et messieurs. Et à présent, nous sommes sur le thème revaloriser les territoires par la donnée, quand l'éthique et la rigueur deviennent leviers de transformation. Dans un monde en pleine mutation, les défis locaux s'intensifient que les attentes citoyennes. Les collectivités territoriales se trouvent à la croisée du chemin entre pression à la performance et besoin de proximité, entre innovation et responsabilisation. Face à cette complexité, un levier puissant émerge, la donnée, mais pas n'importe laquelle, une donnée fiable, rigoureuse, éthique portée par une volonté de transformation profonde et équitable. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir avec moi à cette conviction, revaloriser nos territoires locaux, c'est d'abord les doter de la capacité à produire, à comprendre et à utiliser la donnée comme bien commun pour éclairer les décisions, renforcer la transparence et restaurer la confiance. Ensemble, explorons comment l'éthique et la rigueur peuvent faire la donnée un catalyseur de transformation au service du développement territorial et durable. Et par rapport à ce thème, nous avons pu identifier comme contexte les défis dont les collectivités font face pour leur développement. Il s'agit de l'invisibilité et de l'inégalité. Les exigences de redevabilité, de transparence et de l'efficacité des politiques locales sont croissantes aujourd'hui. La donnée devient un socle central pour gouverner et pour planifier, même au niveau des collectivités, nous avons besoin des données et transformer les territoires. Cela pourrait aider à la transformation de ces territoires. L'éthique et la rigueur sont indispensables pour assurer la crédibilité et l'impact des données. Qu'est-ce qu'une donnée? La donnée, c'est une information brute. Elle peut être transformée, elle peut être quantitative ou qualitative. Elle couvre plusieurs domaines. Nous avons le domaine socio-économique, le domaine démographique, le domaine environnemental. La donnée territoriale est localisée et contextualisée à l'action locale.
Slide. L'importance stratégique de la donnée pour le développement territorial. La donnée permet d'identifier les besoins réels des populations. À travers les données, nous pouvons identifier les réels et les besoins réels des populations. La donnée sert à formuler des interventions adaptées au contexte local. Elle aide à poser un diagnostic et à anticiper les évolutions territoriales. Elle est essentielle pour le suivi et l'évaluation des projets et politiques. La donnée est un outil de pilotage stratégique pour mieux allouer les ressources. À travers les données, nous pouvons bien transférer les données pour des projets bien identifiés et qui répondent aux besoins de la population, des ménages qui ont un besoin identifié. La donnée aussi permet de renforcer la transparence et la participation citoyenne. Slide. Merci. L'éthique et la rigueur, deux piliers pour la donnée fiable et utile. L'éthique dans la production des données désigne l'ensemble des principes moraux, des règles de conduite et des normes professionnelles qui guident les pratiques de collecte, de traitement, d'analyse, de diffusion et d'utilisation des données. Elle vise le respect de la confidentialité, du consentement, de l'impartialité et soucieuse de l'intérêt public. Je vous donne quelques principes clés de l'éthique dans la production de données. Nous avons le respect de la vie privée. Nous devons protéger, tout en étant sur le terrain, en collectant les données, nous devons protéger les données à caractère personnel, avoir la confidentialité contre toute divulgation ou utilisation non autorisée. Nous devons pouvoir éclairer et avoir le consentement des enquêtés, des répondants, pour assurer que les personnes concernées par la collecte des données sont informées et donnent leur accord librement. Avant d'administrer le questionnaire, il faudrait recevoir le consentement de l'enquêteur ou du répondant. Rendre clairs les objectifs, les méthodes et les usages des données. Il faut leur expliquer aux répondants, aux enquêtés, les objectifs pour lesquels cette étude est en train d'être faite. Il faut être impartial. Il faut la sécurité des données tout en mettant en œuvre des mécanismes et des mécanismes techniques et organisationnels pour prévenir tout accès ou usage frauduleux des données. L'importance de l'éthique est qu'une approche dans la production des données renforce la confiance du public, la qualité des décisions basées sur ces données et contribue à un développement plus équitable et durable. La rigueur. La rigueur dans la production des données désigne l'application stricte des méthodes scientifiques, des normes techniques et des procédures bien établies à chaque étape du processus de production des données. La rigueur vise à garantir la fiabilité, la précision, la cohérence et la productibilité des informations produites.
Quelques principes de la rigueur dans la production des données. Le principe d'utilisation des méthodes appropriées. Le choix de techniques de collecte des données. L'échantillonnage et l'analyse scientifique reconnue et adaptée aux objectifs de l'étude. Nous avons contrôle qualité pour ce qui concerne la rigueur. La mise en place de mécanismes de vérification et de validation des données tout au long du processus. La cohérence interne. La vérification des données sont logiquement cohérentes entre elles et comparables à d'autres sources fiables. L'indépendance professionnelle. Refus de toute pression politique. En étant sur le terrain, nous ne devons pas avoir la pression politique. On ne doit pas céder à la pression politique, économique ou institutionnelle pouvant compromettre l'intégrité du processus des résultats. L'importance est que la rigueur est essentielle pour produire des données crédibles et utilisables dans la prise de décision. L'objectif de l'éthique et de la rigueur est de restaurer la confiance et éviter les biais pour garantir l'équité. Slide. Transformer les territoires par les données est un outil d'une transformation territoriale fondée sur la donnée éthique et rigoureuse. Ici, nous allons parler des approches du baromètre. Le baromètre, pour la production des données, l'accessibilité et l'utilisation de ces données, il met en place des formations qualifiantes. Au nombre de ces formations, nous pouvons citer les CQP, certificats de qualification professionnelle à la collecte et à la gestion des données. Nous avons aussi le certificat de qualification professionnelle à l'analyse des données quantitatives. Cette formation de certificat de qualification professionnelle est destinée aux professionnels confirmés, aux jeunes professionnels, ainsi qu'à tous ceux qui souhaitent renforcer leurs compétences en collecte, en analyse et en utilisation des données dans le cadre de l'élaboration, de la planification et de la gestion, ainsi que du suivi et de l'évaluation des projets et programmes. Nous avons aussi le camp des évaluateurs francophones. C'est aussi une formation certifiante que le baromètre organise. Et le camp des évaluateurs émergents francophones est une initiative portée par le baromètre. C'est une initiative portée par le baromètre visant à former, connecter et valoriser les jeunes professionnels francophones de l'évaluation issus de divers horizons. L'objectif du camp est de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'évaluateurs compétents, éthiques et engagés, capables de contribuer de manière significative au processus de suivi, d'évaluation et d'apprentissage dans leur contexte respectif. Le programme du camp a été structuré
en 3 classes distinctes pour les éditions passées. L'année passée, nous sommes à notre 7e édition et qui portait sur 3 classes. Nous avons la première classe, la classe des fondamentaux en formulation, analyse et évaluation des politiques publiques. La classe 2, c'est la classe de l'introduction aux méthodes d'évaluation d'impact, théorie et application. La classe 3, fondamentaux en économie expérimentale, application en laboratoire sur le terrain. C'est une classe vraiment qui utilise aussi les bases fondamentales de l'économie. Pour cette édition où nous sommes en train de se préparer, la 8e édition, j'allais dire, une 4e classe s'ouvrirait qui porterait sur comment déterminer l'échantillonnage. Dispositif du terrain. Vous savez, au baromètre, nous avons des cours qui sont classiques, mais aussi nous avons des pratiques, des cours pratiques qui se font sur le terrain. Et pour ce volet, nos évaluateurs émergents qui viennent en formation vont sur le terrain et pour collecter les données. Et nous allons vous partager avec vous quelques dispositions prises avant la collecte, pendant la collecte et après la collecte. Avant la collecte, il y a l'organisation, le cadrage, la sensibilisation. Avant le terrain, c'est une phase préparatoire. Cette phase est essentielle pour garantir la qualité, la fiabilité et la réussite de la collecte. Les dispositions à mettre en place. Ces dispositions sont, entre autres, définir clairement les objectifs pour lesquels cette enquête est en train d'être faite. Choisir la méthode de la collecte quantitative, méthode quantitative, qualitative ou mixte. Élaborer un outil adapté à cette collecte-là, soit par questionnaire, guide d'entretien ou grille d'observation. Il y a la phase de traduction, de pré-test. Et à ce niveau, des outils sont pré-testés pour s'assurer de leur qualité sur le terrain. Il y a l'élaboration d'un plan d'échantillonnage, la sélection des unités d'observation, définition du plan de couverture géographique. Il y a aussi la formation des enquêteurs et des superviseurs, notions éthiques, méthodologiques et maîtrise des outils. Nous avons la logistique, la planification des déplacements. Avant d'aller sur le terrain, on planifie tout cela. Et aussi, avant d'aller sur le terrain, il y a les dispositions administratives qu'on prenne auprès des autorités compétentes, là où se déroulera la collecte, l'étude. On envoie des lettres officielles aux autorités, on les contacte et sensibiliser aussi la population pour cette étude. Cela permet de garantir la qualité, toujours la qualité des données. Pendant la collecte, qui est une phase de collecte effective, les dispositions qu'on met en place, je parle surtout le baromètre. Il y a le déploiement
de l'équipe selon le plan détaillé. Nous avons la supervision et l'encadrement quotidien des équipes, vérification des données collectées, gestion des incidents. Parfois, vous allez sur le terrain et il y a des incidents qui se passent et la coordination est en contact souvent avec ses assistants de recherche pour la gestion des incidents. Les canaux de communication entre terrain et superviseur et coordination centrale envoient des rapports à la coordination chaque fin de journée par les assistants de recherche. Il y a aussi le respect des principes, consentement éclairé. Nous devons recevoir le consentement de l'enquêté ou du répondant avant tout déroulement du questionnaire ou l'administration du questionnaire en face de ce répondant. Après la collecte, nous avons le traitement, la validation, la restitution des résultats, les dispositions à prendre, à mettre en place pour la phase après collecte. Il y a la centralisation et sécurisation des données, nettoyage et validation de la base de données. Là, c'est la correction, l'imputation, vérification de cohérence entre les données, des données collectées. Analyse statistique ou qualitative selon l'objectif initial. La rédaction de rapports, production de livrables, base de données, tableau de bord, tout ça, ça fait partie des dispositions de la phase après la collecte. Archivage des données dans des formats standardisés et sécurisés. La donnée comme outil de revalorisation des territoires. Slide. La valorisation des initiatives, la donnée permet de valoriser les initiatives locales qui sont invisibles. Il y a des initiatives dans nos collectivités qui sont invisibles, mais à travers la donnée, et ces initiatives deviennent visibles. Appui à la reconnaissance des territoires exemplaires, toujours par la donnée. La diffusion des performances dans les espaces publics et médiatiques. Création de récits positifs sur les territoires à partir des données. Slide. Que retenir? Ici, à travers notre thème d'aujourd'hui, la donnée est un levier, parce que nous avons dit dans notre thème que la donnée constitue aussi un levier de transformation. La donnée est un levier puissant de transformation des conditions de vie et des ménages et des entreprises sur les plans économiques. Et quand nous parlons de plans socio-économiques, nous avons l'éducation, l'alphabétisation, accès aux soins de santé, protection sociale, inclusion et cohésion sociale, l'amélioration des revenus des ménages et de la production intérieure brute, le PIB du territoire, ainsi que la réduction du taux de chômage à travers l'accès aux opportunités économiques, à la satisfaction du niveau de vie. Et sur le plan environnemental,
nous avons l'accès à un environnement sain, à l'amélioration de la gestion des ressources naturelles, l'eau, air, sol, et le renforcement de la résilience face au changement climatique. Sur le plan culturel et identitaire, nous avons la préservation de nos langues, de nos traditions, parce que sans la collecte de données, nous ne pouvons pas mettre en lumière nos langues, nos traditions et les reconnaissances des identités locales. La participation aussi à la vie culturelle. Sur le plan politique et institutionnel, nous avons l'accès à la citoyenneté et à la justice. La participation aux décisions publiques, la transparence, la gouvernance locale. Sur le plan technologique et numérique, nous avons l'accès à l'information et aux technologies. Nous avons l'inclusion numérique. Nous avons les compétences et innovations pour le développement. Chaque transformation dans ces plans améliore la qualité de vie des populations. Tout cela garantit la visibilité et la dignité du territoire. Le baromètre, à travers ce thème, est un catalyseur ou un déclencheur qui facilite la transformation profonde et durable des territoires à travers les renforcements des capacités et aussi à travers sa nouvelle initiative et qu'on appelle le baromètre des communes. Merci pour votre aimable attention. Madame Candide. Allô? Que vous me recevez? Ah, merci. Nous allons donc continuer. Et comme je le dis, on le voit bien, sans données fiables et localisées, comment est-ce qu'une politique publique peut être efficace? Et à travers cette présentation de M. Tofa Fiacre, nous avons fait le tour d'horizon de ce qu'est une donnée, de en quoi consiste la revalorisation des territoires par la donnée, et dans un contexte où nos pays, les territoires, qu'il s'agisse du niveau local, du niveau régional, du niveau national ou régional, nous sommes dans un contexte où les territoires font face à des défis complexes d'inégalité, des défis liés à l'efficacité des données dans le pilotage du développement. Et cette session, donc, a fait un tour d'horizon et nous a permis de passer en revue ce qu'est une donnée, l'importance de la donnée et surtout l'importance de la qualité des données que nous utilisons en nous référant à l'éthique et à la rigueur dans la collecte de ces données. Cette présentation nous a également permis d'explorer
de voir un peu les initiatives prises par le baromètre, non seulement en matière de renforcement de capacité, référence aux différents renforcements de capacité organisés par le baromètre, notamment les certificats de qualification professionnelle, mais également et le camp des évaluateurs, autant pour moi, mais également aux dispositifs que le baromètre met en place toutes les fois qu'il a la charge d'organiser, de coordonner les collectes de données. Je vois la main levée de M. Assimio Gandé. Cette main est bien vue. La parole sera donnée tout à l'heure au public. Donc, je vous invite à la patience. Et pour continuer, je parlais des initiatives du baromètre qui ont été partagées tout à l'heure, non seulement en matière de renforcement de capacité, mais également en ce qui concerne le dispositif que le baromètre met en place et déploie toutes les fois qu'il a la lourde charge, la lourde responsabilité d'organiser, de coordonner des collectes de données. Mais à cette étape-ci, nous allons donc ouvrir la discussion. Nous allons ouvrir la discussion, la session de questions-réponses, de partage d'expériences également. Alors, chers participants, c'est votre moment, c'est notre moment, la session d'échange. Et pour commencer, la charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. Je vais lancer cette première question qui s'adresse à tout un chacun de nous. Chacun de nous ici pris, chaque participante à cette session, pris individuellement, est bien entendu un agent de développement. Et moi, je voudrais nous demander, en tant qu'agent de développement, que nous soyons dans la peau de la personne qui collecte la donnée, que nous soyons dans la peau de l'enquêté qui doit fournir la donnée, ou que nous soyons dans la position de l'utilisateur de la donnée, je voudrais nous demander qu'est-ce que nous faisons pour participer à la qualité, à la bonne qualité des données que nous collectons, pour ne pas dire des données qui nous gouvernent, qui nous dirigent. Voilà, c'est lancé. La session est ouverte. La réflexion également est lancée. Et je m'en vais également donner la parole à M. Assimio Gandé, qui a levé la main pour sa question. M. Assimio, vous avez la parole. Merci. Et merci, Madame Candide. Merci, Fiacre, M. Fiacre, un très cher collègue, pour la qualité de la présentation. J'ai juste quelques questions à poser par rapport à sa présentation. D'abord, c'est de savoir comment peut-on s'assurer de la fiabilité, de la qualité des données dans un environnement précaire. J'appelle par environnement précaire un environnement où la population, par exemple, ou la zone où vous êtes parti faire des enquêtes, vous êtes rendu compte qu'en fait, c'est une zone vraiment où le taux de pauvreté est élevé. C'est un exemple parmi tant d'autres. Maintenant, comment est-ce que vous arrivez à vous assurer de la fiabilité et de la qualité des données? Parce que ce qu'on a souvent tendance à voir, c'est que dans ces populations-là, c'est que les enquêtés en viennent donc à vous demander donc soit de faire des gestes avant de pouvoir recevoir des informations. Et donc, certains donc sont donc également réticents à propos. Ça, c'est ma première question. En plus de ça, toujours dans la même logique, comment on peut s'assurer de la fiabilité, de la qualité des données dans un environnement politique délétère? Donc, un pays qui est confronté à une situation politique compliquée. Comment on peut s'assurer qu'après la collecte, on a véritablement des données fiables du moment où les gens peuvent porter des réserves dans leurs réponses? Et donc, pour citer, comment est-ce que le baromètre s'y prend? Je sais que le baromètre a déjà fait beaucoup de séances de formation, d'enquête sur le terrain, d'immersion et tout. Maintenant, je ne sais pas si ils ont déjà peut-être eu à être confrontés à ce genre de problème.
comment est-ce que le baromètre donc arrive donc à pouvoir pallier à ce genre de situation. Et merci beaucoup. Merci, Monsieur Assegno. Vos questions sont bien notées. Et en attendant des autres questions qui vont venir, nous allons retourner la parole à notre présentateur, Monsieur Tofa, pour poser les questions, pour répondre plutôt aux questions posées par Monsieur Assegno. Merci. OK. Merci, Monsieur Assegno. Et je crois que c'est une très bonne question que vous avez posée parce que la fiabilité, la qualité des données cause un problème pour tout le monde, d'ailleurs. Pour s'assurer de la qualité et de la fiabilité des données, et cela commence d'abord avant la collecte. Et avant la collecte, il y a la sélection, le recrutement des agents enquêteurs. Vous devrez vous assurer que ces agents enquêteurs sont des gens dans le domaine et qui ont des notions de collecte. Et il ne faut pas recruter des agents de collecte par des affinités. Et il faut recruter des agents de collecte qui ont des compétences dans le domaine. Quand c'est votre domaine, vous êtes à l'aise et vous connaissez l'utilité des données, ce qu'on appelle qualité, la qualité des données, ce que ça vaut. Donc, je crois qu'à partir de là, il y a un niveau de qualité. Il y a toute une procédure. Nous avons la participation des parties prenantes. Et si vous n'arrivez pas à avoir la participation des parties prenantes, les raisons qui motivent cette étude, cela veut dire, et ces enquêtés, les répondants, la cible ne va pas donner l'information réelle. Et je vous donne un petit exemple. Et j'ai été sur le terrain pour la collecte de données entre-temps. Et c'était en 2017. J'ai été sur le terrain. Les enquêtés, les répondants sont déjà ciblés. On connaît les noms. Et nous sommes allés, j'ai été chef d'équipe dans une de mes communes où je connais les personnes, la population, et nous sommes allés demander la répondante, qui est une dame, d'ailleurs, on nous dit que personne ne s'appelle ainsi. Le nom qu'on nous a donné dans les fiches, ce nom, malheureusement, on n'appelle plus la dame ce nom-là à cause de nos pratiques endogènes traditionnelles. Vous savez, quand nous étions dans la maison, les parents nous ont dit « personne ne s'appelle ainsi ». Nous sommes étonnés de ce fait et je suis revenu tard la nuit. J'ai essayé de voir quelqu'un dans la maison. Il nous dit, en fait, ce nom-là, on n'appelle pas la personne par ce nom que vous avez amené. Que la personne était même présente. Donc, il m'a donné des stratégies, des manières par lesquelles je peux aller convaincre peut-être le chef de la famille. Et c'est ainsi que j'ai été chez le chef de la famille. Et lui, il m'a orienté vers sa fille aînée. Et c'est de là qu'on a pu
faire l'enregistrement. Et sinon, si c'était d'autres, peut-être qu'il pourrait renseigner sa fille, mais j'ai pu administrer le questionnaire à la dame, malgré qu'elle était dans la transe, nous avons trouvé les moyens pour le faire. Donc, cet exemple vient confirmer certaines pratiques qui se passent sur le terrain. Par exemple, dans certaines cultures, on ne demande pas quel âge avez-vous à une grande personnalité. Combien de femmes avez-vous? Il faudrait contextualiser ça dans la réalité culturelle du milieu. Donc, tous ces processus participent à la qualité et à la fiabilité des données. Si nous quittons ces paramètres, il y a aussi la coordination entre l'institut qui vous a envoyé sur le terrain. Il faudrait, pour le cas du baromètre, nous savons bien que chaque fois ou bien chaque soirée, à la fin de la journée, vous êtes obligé de faire un compte rendu et de faire une réunion entre membres entre agents d'enquêteurs. Et là, ça garantit aussi la fiabilité. Si vous avez des difficultés, la coordination essaie de résoudre, de vous écouter, et en ce moment, il essaie de trouver des solutions. Et je n'oublie pas Dr Hervé qui joue un grand rôle pour la qualité de ces données qu'on collecte au niveau du baromètre. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Et il y a aussi les autorités. Quand les autorités ne participent pas, ils font partie des parties prenantes. Quand ils ne participent pas, soyez sûrs que vous n'aurez pas de bons résultats parce qu'il y aura peut-être un de leurs citoyens qui pourrait dire non ou peut refuser parce qu'il n'a pas vu son autorité associée à cela. Donc, il y a la confiance qu'on établit entre l'enquêteur et l'enquêté. Il faut l'établir, définir clairement, il faut leur dire clairement l'objectif pour lequel vous êtes envoyé pour la recherche. Parfois, vous allez sur le terrain, les répondants vous disent « Ah, il y a des gens qui sont passés avant vous, ils nous ont dit que, bon, l'étude là, c'est pour amener des poteaux d'électricité et depuis plus de 2 ans, ils n'ont pas amené. » Donc, il faut réellement dire ce pourquoi vous êtes là, l'objectif ou les objectifs de cette étude. Quand vous ne le dites pas, vous compromettez les autres, les potentiels enquêteurs qui viendront sur le terrain pour d'autres études. Donc, je crois qu'il y a tout un processus pour garantir la qualité et la fiabilité des données. Donc, merci bien pour cette question, M. Gandhi. Je vous retourne le micro, Madame Candide. Merci pour ce bel exposé. Nous avons d'autres questions qui nous sont parvenues. Avant de les poser, je tiens à rappeler au public, je tiens à rappeler aux participants que c'est vraiment notre moment, votre moment, mais également notre moment. Cette session est non seulement la session des questions-réponses, mais également du partage d'expériences comme nous l'avons annoncé un peu plus tôt. Alors, n'hésitez pas à lever la main. Je vois déjà la main levée du Dr Hervé, à qui je vais donner la parole tout à l'heure. Toutefois, je tiens à partager avec nous que dans cette session, nous avons la chance de vous avoir, mais nous avons également l'honneur d'avoir parmi les participants le directeur général de l'Institut Le Baromètre d'une part et le docteur Hervé
Dr Hervé Benaou, qui, comme l'a dit le présentateur, est un pignon essentiel, un pignon majeur dans toutes les activités du baromètre et surtout sur le pont de la donnée. Et je m'en vais leur adresser directement ces deux questions qui nous sont parvenues. Leur adresser ces questions, ils auront la parole pour se prononcer sur ces deux questions. Ensuite, la parole retournera au présentateur qui, bien sûr, est à l'honneur aujourd'hui et qui pourra également partager ces éléments de réponse. Alors, Monsieur Deogracias Sondolo, Dr Hervé Benaou, tenez-vous prêts? Je m'en vais lire les questions. La toute première question, elle est: dans la mise en œuvre de la collecte de données, dans la mise en œuvre des collectes de données par le baromètre, quels sont les principaux freins que vous avez rencontrés au niveau local et comment les avez-vous surmontés, notamment en ce qui concerne la confiance autour de la donnée? Ça, c'est la toute première question que je m'en vais relire. Dans la mise en œuvre des collectes de données par le baromètre, quels sont les principaux freins que vous avez rencontrés au niveau local et comment les avez-vous surmontés, notamment en ce qui concerne la confiance autour de la donnée? L'ordre de passage sera M. Deogracias Sondolo, ensuite le Dr Hervé Benaou et enfin le présentateur de ce jour, M. Tofa Chiakre. Alors, M. Deogracias Sondolo, vous avez la parole. Merci. Merci bien, cher Fiacre, pour l'initiative de ce webinaire qui nous enrichit beaucoup. Merci à Madame Candide pour la facilitation ainsi que les questions directement adressées à moi, puis au docteur Hervé. En matière de freins que nous avons souvent observés, de mon expérience, la collecte des données est une opération suffisamment délicate, surtout lorsque vous descendez sur le terrain, vous avez à interagir avec des personnes humaines qui ne vous connaissent pas, mais à qui vous posez des questions qui demandent que ces personnes se confient à vous afin que vous puissiez transcrire ce qu'elles disent. Donc, c'est vraiment délicat en ce sens qu'il faut tout faire pour établir la relation de confiance, la relation de se sentir concerné et prendre part au travail que vous avez apporté. Et ce travail, ce processus est d'autant plus délicat qu'il arrive des fois où vous faites un travail, par exemple, avec les veuves sur l'accès au foncier en milieu rural. Si vous ne savez pas vous y prendre, il peut y avoir des réticences à communiquer, à vous informer, à répondre à vos questions. Et ça, c'est des freins qu'on observe régulièrement, que ce soit de l'exemple des veuves ou encore vous avez un travail à faire sur les performances scolaires des élèves et vous travaillez avec des adolescentes et des adolescents. C'est un groupe socio-économique qui a ses sensibilités aussi et on observe parfois de la réticence, du refus et autres. Et ce sont là des freins que nous vivons, qui viennent des répondants. Mais il arrive aussi des fois où l'on observe, l'on vit des freins, des obstacles au bon déroulement qui proviennent des autorités locales du fait que éventuellement les procédures attendues pour aller collecter des données n'aient pas été bien suivies. Obtenir l'autorisation de collecte de données qui est appelée visa dans certains pays, envoyer les lettres de demande ou tout au moins les lettres d'information à ces autorités sont autant d'éléments, d'obstacles, de freins qui peuvent venir maintenant des autorités locales. Et face à ces deux types de freins, comment est-ce que nous nous y prenons? En réalité,
il faut déjà travailler à rester professionnel. Cela sous-entend ne pas faire un travail qui ne respecte pas les exigences de la loi. Donc, faire connaître son travail aux autorités, suivre les procédures pour obtenir les autorisations requises, aide beaucoup à réduire l'impact du premier type de frein dans les données que l'on va collecter dans leur qualité. Une fois que l'on a passé cette étape, il faudrait, en ce qui concerne les répondants eux-mêmes, ne pas chercher à aller très vite en sautant l'étape qui permet d'établir la confiance. Le temps requis pour établir la confiance doit être passé avec les répondantes, avec les répondants potentiels. Autrement, la résistance, la réticence, le refus pourraient être des éléments que l'on enregistre, qui donc pourraient affecter la qualité des données. Et si la sensibilité du sujet de recherche est encore plus grande, vous travaillez par exemple sur la consommation de la drogue, vous travaillez par exemple sur la prostitution, sur les violences conjugales et autres. Le temps requis pour établir la confiance, briser la glace, comme on dit, doit être suffisamment pensé pour s'assurer que voilà, nous avons des répondantes, des répondants qui coopèrent, qui se sentent concernés par le travail et qui veulent contribuer à ce travail par la qualité de leurs réponses. Et c'est autant d'éléments qu'on prend en compte. Et pour en arriver là, je pense qu'il faudra investir davantage pour rendre la fonction de collecte de données, la fonction, j'allais dire, des études professionnelles. Et c'est à ça que nous nous employons au baromètre, par exemple, en évitant de recruter des gens qui ne sont pas des professionnels de la collecte de données, en travaillant avec des gens qui ont des certifications en matière de collecte de données, parce qu'il s'agit bel et bien d'un métier et il faut s'y investir. Je m'en arrête là, en laissant la parole au docteur Hervé pour son complément. Merci pour m'avoir donné la parole. Oui, merci. Je voudrais dire merci à ta suite, à M. Tofa, pour l'initiative de cette thématique ô combien importante dans notre contexte actuel où on assiste à des collectes de données tous azimuts sans forcément qu'on ne sache comment est-ce que les données sont collectées, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce que ces données-là deviennent après. Et donc, cette thématique-là, elle est importante, surtout qu'elle est liée à la gouvernance territoriale. Dieu seul sait que la survie de nos collectivités dépend des données qu'elles exploitent, des données qu'elles utilisent, parce qu'au regard des enjeux qui leur sont confiés, notamment en m'appuyant bien sûr sur le cas du Bénin. Le premier enjeu, c'est d'abord la subsidiarisation du processus de développement et de la démocratisation à la base. Et donc, tout ce qui est gestion des élections, participation aux élections, ça se passe à la base. Et la gestion du processus de développement, ça se passe à la base. Le deuxième enjeu fondamental et qui est en lien avec les données, c'est l'enjeu lié au développement local. Comment est-ce qu'on s'assure que les populations connaissent vraiment l'amélioration de leur situation à travers la gouvernance locale et comment est-ce qu'on en rend compte? Je crois que ce n'est que les données qui puissent nous permettre de le faire. Je le dis parce que j'ai eu la chance d'être au cœur d'une commune en tant que chargé de développement local et de planification, gestion des projets, coopération au développement. Et je sais ce que ça nous a coûté de travailler à avoir les données. Et cela dit, je voudrais donc insister sur le remerciement de M. Tofa pour l'initiative de cette thématique. Remercier Madame Candide Amanda Roux pour la facilitation ô combien professionnelle de ce webinaire. Remercier tous les collègues qui sont dans
dans ce webinaire et qui participent à la discussion. Je ne veux citer personne pour ne pas faire des jaloux. Je voudrais aussi redire le merci à la Banque mondiale et au DI pour l'initiative de cette semaine sur le DI local. Cela dit, je voudrais partir d'exemples. Je crois que Deo Gracias et M. Tofa ont dit l'essentiel de ce qu'il faut pour s'assurer d'abord de la qualité des données, mais également les freins potentiels qu'on pourrait rencontrer sur le terrain et comment est-ce que on serait amené à lever ou surmonter ces freins-là. Je vais partir d'exemples concrets. Faisant référence à l'étude dont Deo Gracias a parlé en lien avec les veuves, on était allé dans un ménage dans la commune d'Adjourou. On devrait discuter naturellement avec une vieille d'un certain âge qui est veuve depuis un certain nombre d'années. On a négocié l'entretien, on a mis tout le monde en confiance. Et quand on a commencé à discuter avec la dame, elle n'était pas aussi vieille que ça puisqu'elle s'est remariée à un moment donné, je crois. Quand on a commencé à discuter avec elle, son mari est venu s'asseoir. Il est venu s'asseoir alors que les questions qu'on abordait avec la dame étaient liées, des questions un peu sensibles. Et c'est elle seule qui devrait donner les réponses. Mais le mari est venu s'asseoir. Les collègues qui étaient en train de conduire l'entretien avaient un peu paniqué et moi j'étais en supervision. Donc habilement, j'ai demandé au mari s'il n'avait pas de vin de Palme chez lui et je lui ai dit, mais tu ne m'as pas encore souhaité la bienvenue chez toi. Pourtant, on est en train de rigoler. Et donc, momentanément, il s'est levé. Il est allé chercher la bouteille de vin de Palme. Il est venu, mais il a voulu rester dans la sphère où la dame était venue. Donc, j'ai essayé habilement de l'éloigner de cette sphère-là. Et lui et moi, on a commencé par boire. Mais pendant que je buvais avec le mari, sa sœur est venue s'asseoir. Les enfants de la dame sont venus s'asseoir. Et donc, l'entretien s'est spontanément transformé en un entretien de groupe, puisque tout le monde répondait aux questions qu'on posait à la dame. Qu'est-ce que je veux dire par là? En tant qu'agent enquêteur expérimenté, vous devez avoir de la flexibilité, vous devez avoir de la réactivité, de l'adaptabilité. Et donc, les collègues ont paniqué et j'ai dû souffler à l'oreille de l'un d'entre eux pour dire non, conduisez l'entretien dans ces conditions et vous faites mention dans la partie où on vous demande commentaire de ce qui s'est réellement passé sur le terrain, de sorte qu'à ce qu'on sache le contexte dans lequel vous avez conduit l'entretien. Ça, c'est le premier exemple. Donc, l'élément essentiel pour moi, c'est la flexibilité, l'adaptabilité et la réactivité de l'agent qui va sur le terrain. Comment est-ce qu'il gère son contexte et son entretien? Ça me paraît être fondamental dans ce que nous sommes en train de dire là. Deuxième élément qui me paraît important, sur lequel je voudrais insister, c'est un autre exemple que je voudrais donner dans la commune de Tangueta et que j'aime souvent donner d'ailleurs. On avait une collecte de données. On a envoyé des agents enquêteurs sur le terrain après avoir été pour l'exploration. L'équipe qui coordonne la collecte est allée pour l'exploration. On a préparé le terrain. On a discuté avec les autorités, comme Deo Gracias l'a dit. On a pris toutes les attaches nécessaires. On a mis les gens en confiance. On a préparé le terrain. Et on a identifié un vieux qui était quand même, qui faisait le consensus en termes de sages et personnalité capable d'être référent dans le milieu. On a contacté le vieux, on a négocié pour qu'il facilite non seulement l'hébergement, mais également le terrain pour les agents qu'on va envoyer. On retourne à Cotonou, on forme l'équipe, on les déploie sur le terrain, on a remis le contact du vieux. Ils vont sur le terrain, premier élément, ils rentrent chez le vieux s'assoit, il leur souhaite la bienvenue, il leur donne de l'eau, puis ensuite, il sort sa bouteille de Soulavi, communément appelé vin de Palme. Ils étaient 10 enquêteurs. Il prend un verron, il tend le verron aux autres, aux enquêteurs, et chacun dit non, moi je ne prends pas. Moi je ne prends pas, moi je ne prends pas. Sur les 10, il y a un seul qui a pris.
Bon, le vieux n'a rien dit. Il est allé les installer, mais il les a abandonnés dans le village. Ils n'ont eu aucune donnée. Donc, comme Deo Gracias le disait, le second frein, c'est la manière dont vous gérez les acteurs clés sur le terrain. Ceux qui sont censés vous donner la donnée ou vous faciliter l'accès à la donnée. Et ça, par exemple, ça nous a conduit à changer toute l'équipe. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Le troisième exemple que je voulais donner, c'est par rapport au travail que Deo Gracias a évoqué aussi, avec les travailleuses de CES. Il y a des enquêtes dans lesquelles des collègues ont été impliqués, où il s'agissait de voir comment est-ce que la travailleuse de CES reçoit les gens, quels sont les premiers discours qu'elle tient quand elle reçoit les clients, et juste où est-ce qu'elle tient le discours avant que les gens ne rentrent en scène pour l'acte sexuel à proprement parler. Et pour faire ça, vous ne pouvez pas rentrer dans un entretien ordinaire. Vous vous constituez en client. Et les collègues se sont constitués en clients. Et le coordonnateur de l'étude avait chronométré. Docteur Hervé, désolé Oui. de vous interrompre, mais je voulais rappeler à M. Tofa de se tenir prêt pour faire une petite synthèse. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Non, c'est bon. C'était les exemples que je voulais donner. Ça a été un peu long, mais désolé. Non, c'était des exemples très enrichissants et nous sommes vraiment contents de les avoir. Merci. Monsieur Fiacre, vous avez la parole pour des compléments sur cette première question afin que nous puissions rapidement passer à la deuxième question au regard du temps qui nous reste pour cette session. Merci. OK. Merci, Monsieur Deo Gracias. Ndolo, merci, Dr. Hervé Benao. Je crois que vous avez exploré les réponses qui sous-tendent cette question-là. Comment lever les freins pour obtenir des données de qualité? Je crois que je vais ajouter quelques exemples pour bien l'illustrer afin d'obtenir des données de qualité. Avant d'aller sur le terrain, je crois que nous avons parlé de la formation des agents enquêteurs. Mais il faut, suivant chaque étude, il faut contextualiser la formation selon l'étude. Et quand je prends le cas de notre dernière étude qu'on appelle COC, Champion of Change, les agents de recherche, je voudrais parler des agents enquêteurs. Ils ont passé à de plusieurs formations, tests, pour avoir des certifications avant d'aller sur le terrain. Il y a la formation sur la certification sur la psychologie, l'éthique et autres. Cela permet de juger l'éthique, la psychologie de chaque enquêteur, parce qu'il s'agit d'une étude orientée vers les adolescents et adolescentes. Et par rapport à cette étude, je crois que c'était bien orienté, bien organisé, où les réponses qu'on a eues des enquêtes tendent vers la qualité. Je voudrais dire que les enquêteuses, ce sont les enquêteuses qui administrent les questionnaires aux adolescentes et les enquêteurs aux adolescents. Cela facilite déjà la communication entre ces deux groupes-là. Et aussi, ces agents enquêteurs avaient aussi l'âge que ces adolescents ont. Et quand ils sont en train de dire certaines choses et vous constatez que, je parle bien des agents enquêteurs, constatent que ça là, ce n'est pas une réalité, ils peuvent reprendre la question sous une autre forme pour lui permettre de répondre ou bien pour lui permettre de bien comprendre
la question. Passé de cela, je peux dire aussi, quand on va dans une commune ou bien dans une localité pour l'administration des questionnaires, il faudrait que dans l'équipe, qu'on trouve un habitant et qui est de leur zone parmi vous. Et ça permet d'établir aussi une confiance au niveau des répondants et aussi aller au rythme du répondant parce que parfois les enquêteurs sont pressés à atteindre le nombre prévu et cela leur oblige à aller plus vite. Et quand vous allez plus vite, soyez sûr que vous n'aurez pas la bonne information, vous n'allez pas faire la bonne collecte. Donc, il y a tous ces processus sur lesquels le baromètre forme ses enquêteurs pour qu'ils aillent sur le terrain pour recruter des données de qualité et fiables. Merci bien, Madame Candide. Je vous retourne le micro. Merci, Monsieur Tofa, pour ce complément à tout ce qui a été partagé précédemment. Alors, nous allons passer rapidement à la deuxième question pour laquelle nous allons prendre 7 minutes au total et faire l'effort de rester dans les 7 minutes. Et voici la question. Parlez-nous un peu plus des formations du baromètre et de comment nous pouvons collaborer avec le baromètre. Nous allons encore suivre l'ordre de tout à l'heure et essayer de synthétiser un peu plus les éléments de réponse. Donc, il s'agira dans un premier temps, bien évidemment, du directeur général de le baromètre, M. Deogracias Ndolo, ensuite du Dr Hervé Benaou et enfin de notre présentateur, M. Tofa Fiacre. M. Deogracias Ndolo, à vous la parole. Merci. Merci bien pour cette question. Oui, en matière de renforcement des capacités, le baromètre se positionne pour accompagner les ressources humaines désireuses de renforcer leurs capacités en matière de suivi, évaluation, de capacitation, digitalisation ou encore d'analyse des données aussi bien quali que quanti, l'utilisation de l'IA pour améliorer la production des données probantes et leur accessibilité aussi. Donc, je crois que l'une des meilleures façons, c'est de prendre contact aux adresses qui seront partagées dans le chat ou avec le présentateur pour que vos besoins soient analysés, pour que l'on puisse vous informer en temps réel à travers les plateformes LinkedIn, Facebook, et YouTube ou encore Google, WhatsApp Group élargi qui existe. C'est relativement facile si vous faites ce petit effort de contacter le baromètre. Et je pense que il y a suffisamment d'options qui sont actuellement proposées avec des partenaires sur le continent pour vous accompagner à monter en puissance dans cette discipline qui est l'évaluation associée à de la digitalisation. Merci. Merci, M. Deogracias. Dr Hervé. Il me semble que le docteur Hervé n'est plus en ligne actuellement. Nous allons passer le docteur Hervé est là, mais s'il est en train de parler, alors son micro est fermé. Docteur Hervé, est-ce que vous me recevez? Nous allons passer la parole en attendant à M. Tofa Fiacre pour un complément. Merci. Sur cette question, bien sûr.
Oui, Candide, je me suis levé un moment. Hein, je ne t'ai pas... Ah, d'accord, d'accord. Heureuse de vous retrouver. Alors, je ne sais pas si vous aviez entendu la question. Non, non, Sinon, je je n'étais peux... pas là. Je me suis levé un instant. D'accord. La question était, parlez-nous un peu plus des formations du baromètre et de comment nous pouvons collaborer avec le baromètre. Monsieur Deogracias a partagé des éléments de réponse tout à l'heure et nous vous invitons à faire le même exercice et apporter des compléments. Merci. Non, si Deo a parlé, c'est qu'il a déjà dit l'essentiel. Est-ce qu'il y a encore des compléments à apporter? Nous avons deux types de formations. Des formations certifiantes que nous dénommons les CQP, les certificats de qualification professionnelle. On en a de plusieurs types. Le certificat pour la collecte des données en économie de développement. Ça, c'est ce qui concerne tous ceux qui sont les agents de collecte de données qui veulent se renforcer leurs compétences, se professionnaliser sur le manion collecte de données. On les convie vivement à s'inscrire pour ce certificat-là, notamment pour la session de cette année. Les inscriptions sont déjà toujours en cours par rapport à ça. Nous avons un certificat aussi de qualification professionnelle sur les méthodes d'analyse quantitative en évaluation d'impact. Ça, on l'a fait plusieurs fois, mais on n'a pas encore programmé ça pour cette année. Il y a le certificat en méthode d'analyse qualitative en évaluation d'impact. Ça aussi, ça existe. Mais indépendamment de ça, il y a notre référence en termes de renforcement de capacité. Là, ce n'est pas un certificat en tant que tel, mais on donne une attestation de participation. Et c'est le camp annuel des évaluateurs émergents francophones que nous organisons depuis 2021 et nous avons fait la 7e édition cette année à Parakou. Et ça, c'est un rendez-vous à ne jamais manquer d'ailleurs pour ceux qui aspirent à faire leur incursion dans la chose de l'évaluation et surtout à renforcer leur capacité sur certaines thématiques clés parce que nous avons plusieurs classes. Quand la première classe parle des fondamentaux en suivi, en évaluation, il y a la classe 2 qui parle des méthodes de l'introduction aux méthodes d'évaluation d'impact, la classe 3 qui est sur les questions d'expérimentation, de la méthode, je crois, la théorie de jeu en milieu réel, et puis il y a possiblement une 4e classe que nous allons ouvrir à partir de cette année. Et là où nous allons là même, c'est une régionalisation de cette formation-là pour permettre à ce que la version régionale se passe de façon tournante dans les pays de la sous-région, d'abord francophone, et puis après, on va voir comment est-ce qu'on étend ça vers les pays anglophones et les pays lusophones. Et donc, ces sessions de renforcement de capacité, tout le monde est attendu, tout le monde. Et nous efforçons pour que les prix ne soient pas des prix pleins, notamment pour le camp. Les prix sont sponsorisés, mais pour les certificats, là, on est obligé de faire les prix pleins, même si on fait vraiment beaucoup comment on dit, de restructuration à l'interne pour fixer le prix à un niveau où ça puisse être abordable pour ceux qui sont dans nos pays où on sait que la récession est assez importante, notamment la récession économique. Donc, voilà un peu ce que je peux dire, Candide, pour vraiment les inviter à s'intéresser à ces espaces de renforcement de capacité que nous développons. Mais nous travaillons à construire d'autres, et donc restez à l'écoute, surtout sur nos canaux digitaux. Vous serez tout le temps informés de ce que nous faisons. Merci. Merci, Dr Hervé. Le présentateur Tofa Fiacre indique que c'est bon pour lui, qu'il a partagé des éléments de réponse durant la présentation et que ces éléments viennent déjà en complément à tout ce qui a été dit par M. Deogracias Mondolo ainsi que par le Dr Hervé Benao. Merci, merci à vous. Alors, chers participants, nous entamons progressivement la descente en ce qui concerne cette session, ce webinaire. Et là, ce que nous venons de vivre
ici, ce n'est pas seulement une présentation, ce n'est pas une simple présentation sur la donnée, non. C'est une invitation à changer de regard. Changer de regard sur les territoires, les voir non seulement comme des angles morts des politiques publiques, mais également, mais surtout plutôt comme des générateurs de solutions. Oui, des générateurs de solutions, mais à condition de bien écouter ce qu'ils ont à dire. Et pour cela, la donnée, quand elle est bien récoltée, bien traitée, bien restituée, devient justement ce langage des territoires. Ce que nous montre l'approche du baromètre à travers ces différents renforcements de capacité explique plutôt qu'on peut passer de données inventaires, de données muettes, de données classiques à la donnée moteur. Cette donnée qui permet justement de revaloriser les territoires comme la thématique de cette séance. À travers les approches du baromètre, à travers les différentes explications qui sont passées, à travers également la présentation de ce jour, nous avons compris que la donnée ne doit pas être l'élément qui stigmatise, mais plutôt cet élément qui valorise. Et ici, on parle d'un vrai changement de posture. Ne plus gouverner à l'aveugle, mais gouverner avec la conscience. Ne plus collecter des données pour les collecter, se référer au cadre classique, mais prendre davantage en compte, mieux prendre en compte les contextes dans lesquels nous voulons collecter ces données pour qu'elles traduisent réellement l'information de ce contexte-là. Alors, en sortant de cette séance, je vous propose un petit défi. Et si la prochaine fois qu'on vous dit « ce territoire est pauvre », vous puissiez répondre « montrez-moi les données et voyons ensemble ce qu'elles disent, ce qu'elles en disent ». Je vous mets au défi de garder ou de tenir cette posture la prochaine fois que vous serez en face d'une déclaration. Alors, chers participants, une fois encore, merci à vous. Merci à notre présentateur de ce jour, M. Tofa Fiacre. Merci aux différents contributeurs, à vous toutes et tous qui êtes restés en ligne durant toute cette session si enrichissante. Merci. Prenez le rendez-vous demain à partir de 13 h pour les prochains webinaires organisés par le baromètre dans le cadre de la semaine de l'évaluation. Et nous vous invitons également à suivre le baromètre à travers ces différentes pages et canaux sociaux. Les liens ont été partagés dans le chat. Suivez-nous pour ne rien rater de nos actualités. C'était moi, Candide Tamataro, votre modératrice. Excellente suite de journée à toutes et à tous et au plaisir. Merci. Si vous